elle se dérègle. Ça ne va pas en s'arrangeant, ni même en stagnant. Elle était convaincue, d'expérience, qu'à chaque fois qu'elle s'approcherait trop près du bord, elle saurait faire pirouette arrière. Seulement, cette fois, elle ne contrôle plus rien, sans les mains. Tous les warnings clignotent en vain, et elle sent les gens s'inquiéter, s'éloigner au fur et à mesure. Elle vient de s'engueuler avec son petit ami. Elle aurait pu le tuer. S'en est fallu d'un centimètre, d'une seconde. Flirt poussé avec le drame. Il aurait suffi qu'il soit un peu moins rapide, un peu moins agile, un peu moins fort qu'elle. Comme après chaque déflagration, elle est particulièrement calme, lucide et honteuse. Vous venez d'écouter les premières lignes de Bye Bye Blondie, de Virginie Despentes. Au programme aujourd'hui, punk rock, acide et pente de la Croix-Rousse. Bienvenue dans La Voix des Lettres, épisode 38. Bye Bye Blondie s'ouvre sur un pétage de plomb de Gloria, 35 ans, contre son petit ami, qu'elle manque de tuer, et sa fuite à travers les rues de Nancy en direction de son bar attitré. Pour qu'elle se mette à tout casser, on se dit que l'engueulade devait être grave, qu'il s'agissait d'une remise en cause profonde de leur couple. En l'occurrence, son désormais ex-petit ami a simplement installé un logiciel alors qu'elle lui avait dit de ne pas le faire. Ni une ni deux, elle fracasse l'ordinateur par terre et jette tout ce qui lui passe sous la main en hurlant. Elle finit par prendre la porte, pas littéralement cette fois, se retrouve sous la pluie, sans lieu où passer la nuit et avec une seule idée en tête, boire des bières jusqu'à ne plus être capable de penser. En traversant un passage piéton, au rouge, vous vous en doutez, une voiture sur le point de la renverser pile devant elle, et alors qu'elle s'apprête à engueuler le chauffeur, un homme très bien sapé sort par une portière arrière et l'appelle par son prénom. C'est Eric, qu'elle n'a pas vu depuis 20 ans, et qui est entre-temps devenu une star de la télé. Il insiste pour la déposer quelque part, mais Gloria refuse et ne lui donne comme moyen de contact que l'adresse de son bar où elle compte bien tuer le reste de la journée. Elle y retrouve quelques amis, notamment Véronique, qui accepte de l'héberger quelques jours. Véronique évite son regard, désolée et gênée d'avoir abordé le sujet. Elle sort une tarte entamée du four et en découpe 2 larges parts. L'énervement de Gloria se dissipe en la voyant faire, avec une légère honte. Ce n'est pas le fait que l'autre aime regarder les émissions débiles à la télé qui la met dans cet état. Gloria avance ses 2 lèvres pour faire un peu une tête de canard, comme si ça allait l'aider à réfléchir, puis elle décide d'essayer de raconter. Mais ça ne sort pas tout seul. Ça s'est passé il y a longtemps, et elle n'y a jamais vraiment repensé. Tu sais très bien où je l'ai rencontré. Tout le monde le sait dans cette putain de ville de merde, blindée de connards qui n'ont rien de mieux à foutre que raconter des trucs les uns sur les autres. À ce moment, elle comprend ce que le ça psychanalytique peut recouvrir. Parce que pour le coup, ça parle à travers elle. Elle s'entend bien cracher les mots, les faire claquer en postillonnant, avec une agressivité démente. Mais le moment où elle décide d'exprimer sa rage, ce moment précis lui manque. Encore une fois, Véronique se raidit sur sa chaise, embarrassée d'avoir provoqué cette réaction. Elle s'excuse. « Je suis désolée, ça ne me regarde pas. C'est un truc de groupie, et puis c'est indiscret. » C'est toujours les gens les plus gentils qui sont les seuls désolés de faire chier. Ça tombe mal. La mémoire de Gloria, cependant, est enclenchée. Retour sur la même image. Depuis 15 ans que c'est arrivé, c'est toujours la même image qui reste. Son père est debout dans un couloir et il la regarde s'éloigner. Elle est traînée en arrière, soutenue sous les bras par 2 hommes. Aux côtés de son père se tiennent le docteur et sa mère. Eux aussi ont l'air désolés. Le mal qu'elle fait autour d'elle. Comme d'habitude, le mal qu'elle fait. Pour entrer dans ses souvenirs, elle doit passer la barrière de cet extrait-là. Elle s'est laissée tomber par terre en hurlant. 2 hommes l'ont empoignée et soulevée pour la forcer à entrer dans ce machin, le bloc où on s'occuperait d'elle. Et tout ça pour son bien. Elle regarde son père. Non, je t'en supplie. Hurlement, à peine remarqué. Dans cet endroit, on a l'habitude, découvrira-t-elle à la longue.
et lui la regarde s'éloigner. Ses yeux sont tristes et jamais elle ne lui a fait autant de mal. Mais c'est elle qu'on enferme et qui ne le supportera pas. Il faut garder cet extrait à distance, éviter qu'il se mette en boucle, sinon c'est assuré. Exactement ce qui lui arrive. Elle prend sa tête à deux mains. Les premières larmes brûlent les paupières en jaillissant, puis roulent, réconfortantes, le long des joues, tombent sur la table. C'est juste après être morte que j'ai rencontré Eric. À partir de ce moment-là, le récit quitte le présent pour plonger dans les souvenirs de Gloria, 20 ans plus tôt. On est en 1985, Gloria a 15 ans, les cheveux rouges, les lèvres noires et des Rangers avec des lacets roses. Ses parents ne la laissent pas sortir, elle s'éclipse donc par la fenêtre de sa chambre et va rejoindre des amis dans une soirée. Ils écoutent du rock, boivent du whisky, quand arrive un mec en perfecto noir, blue jeans et creepers à semelles compensées. Tout le monde lui tourne autour, mais c'est à Gloria qu'il demande si elle sait où choper des acides. Elle connaît 2-3 lieux où en trouver à Nancy. Ils partent en vadrouille dans les rues avec des crocs plein leurs poches. À peine dénichés, ils gobent les acides, attendent le décollage et s'abritent du vent sous un abribus où ils se caressent et s'embrassent. Des couleurs commencent à scintiller dans l'air, la musique a un goût dans sa bouche, les acides sont bons. Une voiture s'arrête, un homme en sort, un géant qui arrache Gloria à son trip, c'est son père. Il la ramène à la maison, l'engueule et la gifle, mais cette fois, Gloria ne se laisse pas faire. Elle prend une chaise pour se défendre et casse tout ce qui se trouve sur son passage. Elle se réveille le lendemain matin, encore à moitié assommée, en hôpital psychiatrique. Internée contre son gré, elle met plusieurs jours à réaliser ce qui lui arrive et à comprendre que se débattre et hurler n'arrangera pas son cas. Gloria cherche alors à se couper de ses émotions, du monde extérieur. Elle plonge dans l'apathie et le mutisme. Mais un jour débarque Eric, un gosse de riche qui ne se rappelle ni son nom ni où il habite après avoir abusé de drogues chimiques. Il dénote au milieu des internés et cherche à discuter avec tout le monde. Ses parents mettront 8 jours à le retrouver. La mémoire est revenue à Eric dès le 2e jour, mais il a entre-temps assisté à une crise de Gloria et, intrigué, il a voulu rester pour mieux la connaître. Un docteur était venu chercher Eric. Il ne les avait même pas prévenus qu'il pouvait se dire au revoir. Ça devait être un principe thérapeutique, ne pas confondre être humain et être interné. Reconnaissant ses parents au bout du couloir, il les avait simplement salués, sans faire semblant ni d'être content, ni d'être surpris, ni d'être furieux, ni de ne pas se souvenir. Aucun cinéma, mais beaucoup de style. Il se rendait. Il fit un signe de la main, du bout du couloir, à Gloria, puis il se toucha le cœur, rapidement. Elle observait ces vieux, c'étaient des bourges, graves. Ils tranchaient sur le décor et semblaient épouvantés d'être là. La mère, avec sa queue de cheval et sa tenue décontractée de fille qui fait du jardinage, et lui, le bonhomme, tout droit sorti d'un plan golf. Pathétique et très droit. Soulagé de le voir là, et en parfait état, la mère avait voulu lui frotter le front, il s'était juste reculé d'un pas et l'avait bien fixé, vite fait. Gloria ne comprit pas exactement si c'était de le voir aussi glacial et digne ou si c'était qu'il parte. Mais là, pour la première fois, elle regretta de s'être toujours arrangée pour ne pas coucher avec lui. Elle l'aimait vraiment bien, en fait. Elle n'avait pas envie d'être sans lui. Elle préféra ne pas traîner là, le regarder s'éloigner, en réalisant ce qui se passait. De nouveau seule là-dedans, pour un laps de temps toujours indéfini. Un jour, la vie. Ça ne dépendait que des autres. Il était reparti en lui laissant son Walkman. Elle brancha le casque et commença à pleurer. Elle était sortie, finalement, quelques 5 semaines après lui. Tout le temps qu'elle y était, il lui avait écrit tous les jours. Il lui envoyait des petites boulettes de shit cachées dans des cassettes, des paquets de clopes, des polars qu'elle dévorait aussitôt. Ça rendait les journées moins longues. Une fois qu'il était parti, elle était tombée très amoureuse. Tous les matins arrivait une lettre de lui.
Au début, elle la jouait délinquante, elle attendait le cadeau avec. Mais au bout d'un moment, elle voulait juste lire sa lettre et l'admettait, sans rechigner. Elle répondait, chaque jour, il envoyait des timbres et des enveloppes, tout ce qu'il fallait. Il était drôle dans ses bafouilles, beaucoup plus qu'à l'oral. Il avait une petite écriture régulière, penchée, très nette, un peu féminine, pas trop, juste ce que ça prend pour être séduisant. Il s'était mis à lui parler de cul et ça la chavirait, elle en gloussait toute seule. Elle se masturbait plusieurs fois par jour en pensant à ce qu'il ferait quand il se reverrait. Somme toute, Eric constituait un efficace bouclier contre cet endroit, son bouclier contre l'angoisse. Elle pensait à lui au réveil, le moment le plus dur de la journée, se souvenir d'où elle se trouvait. Et il l'accompagnait, virtuel, éloignait un peu l'horreur et l'angoisse de ne jamais sortir. La vie continuait, tous les thérapeutes qu'elle voyait, pour elle c'était kiff-kiff, tous des ânes autosatisfaits. « Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ?» demandait-il d'un air pénétré. Ils aimaient bien plisser les yeux en faisant mine de trop réfléchir, mais ça se voyait qu'ils captaient rien. Elle avait envie de les prendre par les épaules et de les foutre dehors. « Allez tout le monde, un peu de vraie vie, un peu de rencontres, un peu de voyage, un peu de musique, un peu de lecture. Allez vous construire un cerveau, et ensuite seulement, vous reviendrez tripoter ceux des autres. » La rage épaississait en elle, prenait racine au fond du cœur, s'enfonçait. Et puis, un jour, le toubib en chef avait annoncé qu'elle sortait. Elle n'avait pas commenté « Ah ouais, maintenant vous me trouvez guéri ?» Laissons quelques minutes l'intrigue pour nous intéresser à l'autrice. Virginie Daget est née en 1969 à Nancy. Ses parents ont 20 ans, ils sont postiers engagés à la CGT. Ils emmènent leur fille en manif. À 2 ans, Virginie sait chanter l'Internationale. Turbulente à l'école, elle se bagarre volontiers avec les garçons, se tient en retrait de ses camarades et découvre l'écriture au collège grâce à un professeur de français, amateur de Hubert Félix Thieffen et du groupe de punk rock Joy Division. À 15 ans, elle est internée contre son gré en hôpital psychiatrique pendant 2 mois, expérience qu'elle racontera à travers le personnage de Gloria dans Bye Bye Blondie. De 19 à 23 ans, elle habite dans un foyer de la Croix-Rousse, à Lyon. Elle s'enivre de bière et lit du Bukowski. Si vous ne connaissez pas les bouquins de Bukowski, dites-vous que c'est à peu près aussi gai qu'une cuite, en solitaire, dans un bar moisi, avec de la bière chaude et éventée. Elle se rapproche de la rue, des milieux punk et anarchistes, tout en cumulant les petits boulots. Elle sera baby-sitter, vendeuse chez un disquaire, pigiste pour des journaux rock et prostituée, volontaire et occasionnelle, selon ses propres termes. En 1992, elle écrit son premier roman, Baise-moi, qui circule dans les milieux underground et ne sera publié que 2 ans plus tard. Elle choisit alors le nom de plume Virginie Despentes, en référence à ses années punk dans les pentes de la Croix-Rousse. Le succès commence à l'approche des années 2000. Elle continue à écrire et Baise-moi est adapté au cinéma. Elle revendique une écriture qui vient de la rue, de son expérience en tant que punk, prolo et SDF. Son style transgressif, parfois trash et sans concession, divise la critique, qui la peint tantôt en femme débauchée, alcoolique et vulgaire, tantôt en génie littéraire et avant-gardiste. Le temps a, depuis, donné raison au second. On retrouve dans ses textes une attention particulière à l'oralité de la langue, à l'instar de Louis-Ferdinand Céline ou de Charles Bukowski. Politiquement, Virginie Despentes dénonce à travers ses romans la condition des classes sociales les plus pauvres. Elle peint la vie des invisibles, ceux dont la voix n'est jamais écoutée, les ratés, les érémistes, les bons à rien, les SDF, en un mot, les losers et les loseuses. La figure de la loseuse de la féminité m'est plus que sympathique, elle m'est essentielle. Exactement comme la figure du loser social, économique ou politique. Je préfère ceux qui n'y arrivent pas, pour la bonne et simple raison que je n'y arrive pas très bien, moi-même. Et que, dans l'ensemble, l'humour et l'inventivité se situent plutôt de notre côté. Ces lignes sont extraites de King Kong Theory,
Un essai publié en 2006 est devenu depuis un classique du féminisme moderne. Dans Bye Bye Blondie, publié en 2004, elle revient sur son adolescence, son internement en hôpital psychiatrique et ses années vagabondes. Elle questionne les traumatismes enfouis, l'origine de nos personnalités et l'hérédité des comportements violents. Elle remet aussi en question notre modèle de société et les normes qui nous sont imposées. Derrière l'intrigue amoureuse, Bye Bye Blondie est un récit profond, souvent dur, mais d'où émerge une grande beauté. Peut-être grâce aux personnages qui, loin d'être des héros, se montrent dans toute leur faiblesse et leur vérité. Peut-être aussi pour cette idéologie punk qui nous rappelle que ne pas avoir de futur, c'est avoir la liberté. Alors sortez vos blue jeans, vos mélanges coca-vin rouge et la colle à sniffer, saturez les enceintes et allons danser jusqu'à ce que le jour se lève ou jusqu'à ce que les flics nous embarquent. Ensuite, Eric et Gloria ont suivi leurs nouveaux collègues jusque Besançon, ville réputée pour sa soupe populaire bien organisée. Les keufs essayaient de les convaincre de changer de ville. Ils passaient leur temps à en embarquer un, en mettre un autre en garde à vue. Ils apprenaient tous à épeler leurs noms selon les codes police, à dormir par terre, laisser lacets et ceintures, se faire piquer des thunes régulièrement, se faire baffer dans les commissariats, les uns devant les autres, se faire enchaîner au radiateur. Ça leur faisait surtout des trucs à raconter, ensuite. Routine, entre gosses, sentiment d'être de vrais SDF, de vrais punks. Un soir, tous au coca-vin rouge, ils avaient décidé de rejoindre Toulouse en volant des voitures. Ils étaient 15. La première caisse repérée, une Fiat, n'avait pas voulu démarrer. Ils s'y étaient tous mis pour la pousser, cherchant à la faire démarrer dans une côte. Et ils avaient percuté une autre voiture, de police. Au départ, les keufs étaient agressifs. Ils n'avaient pas compris que ça n'était pas fait exprès. Ensuite, ils n'arrêtaient pas de demander « Mais vous vouliez faire quoi à 15 dans une Fiat ?» Ce qui était une bonne question. Pourquoi s'était-il mis à temps pour voler une voiture ? Eric, plus que Gloria, jouissait de cette liberté. Il avait une revanche à prendre sur la discipline et l'ambition. Se vautrer dans la bière en chantant des chansons stupides lui convenait tout à fait et le remettait d'aplomb. Ils étaient populaires, comme couple, se sentaient toujours les bienvenus. C'était amusant d'être eux deux. Une autre fois, Gloria et Eric, après quelques heures le nez plongé dans des sacs de colle, avaient décidé de braquer un bureau de tabac après un concert de Parabellum à Grenoble. Assez peu avisé, Eric prétendait pouvoir braquer le bureau de tabac en sautant sur le toit à pieds joints. Gloria avait trouvé le projet cohérent et l'avait suivi. Ils s'étaient mis à sauter comme des furieux, espérant sincèrement que le toit cède et pouvoir se servir à l'intérieur. Le proprio n'avait tellement pas prévu qu'on puisse attaquer son bazar par le toit que l'alarme ne s'était pas déclenchée. Pas la peine. Ils faisaient à eux deux un boucan à réveiller toute la ville. Le spectacle avait à ce point sidéré le gérant, arrivé vite fait sur les lieux, qu'ils avaient eu le temps de s'enfuir. Une autre fois, cependant, l'obsession d'Eric pour les toits devait s'avérer payante. Ils avaient pu accéder à un petit supermarché, plusieurs nuits d'affilée, où ils se servaient en alcool et biscuits salés, évitant les veilleurs de nuit, accroupis dans les rayons, immobiles, ravis, très vivants. Ensuite, des copains avaient capté le plan et avaient abusé. Le toit avait été sécurisé. Pendant ce temps, les gens de leur âge apprenaient la vraie vie, à la fac, en faisant des écoles, ou déjà au boulot. Les gens de leur âge apprenaient à être compétitifs, disciplinés, à ne pas rêver trop haut, ne pas se poser de questions, que l'argent est crucial. Eric et Gloria n'apprenaient rien. Ils prenaient du bon temps et une revanche sur les angoisses. Plus tard, de façon différente, l'un et l'autre réaliseraient à quel point le punk rock n'avait pas été une bonne préparation à la vraie vie. Trop de rigolade, trop d'utopie. Le retour au réel ne leur plairait pas. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Si cela vous a plu, je vous invite à partager autour de vous, à me suivre sur les internets, et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode de La Voix des Lettres.